bonsoir aux internautes, aux auditeurs et auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices. Votre rendez-vous chaque semaine, le rendez-vous économique à la télé et à la radio, nous avons le magazine économique. Nous allons parler cette semaine d'un don de 75 millions de dollars américains octroyé par la Banque mondiale Haïti, particulièrement pour le secteur privé, ciblant les micro, petites et moyennes entreprises. Pour en discuter, nous allons du côté de Washington pour rencontrer Mme Mariana Vigil, qui est senior économiste au niveau de la Banque mondiale. Madame Vigil, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir. Une bonne nouvelle, on pourrait dire, la Banque mondiale, qui se retrouve ces jours-ci, très prochainement on parlera de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire de la Banque mondiale, et Haïti a obtenu cette bonne nouvelle. C'est quoi ce projet exactement, ce don octroyé à Haïti? Absolument, c'est une très bonne nouvelle. Le gouvernement d'Haïti cherche à dynamiser le secteur privé pour créer des emplois et encourager la transformation économique. Donc ce projet vise à soutenir les micro-petites et moyennes entreprises dans cette stratégie de croissance. Maintenant, quand vous dites les micro-petites et moyennes entreprises, on parle de quel chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des entreprises qui seraient moyennes dans certains pays, qui seraient petites dans d'autres? Qu'est-ce qu'on voit dans le cas haïtien? C'est une très bonne question et cette définition est en train d'être stabilisée. Mais l'important, c'est surtout les entreprises économiquement viables. Et donc, ça couvre aussi bien des entreprises du secteur informel que formel, mais des entreprises qui ont démontré que leur plan d'affaires, leur idée est viable et qui ont un énorme potentiel de croissance. Ce projet, ce don, et on va le spécifier parce que ce n'est pas un prêt, et ça va à partir de l'IDA, c'est la catégorie vraiment et dans les petits pays comme Haïti? Absolument, c'est un don de l'IDA. OK. Maintenant, ça voudra dire quoi? Et d'avoir ce don, quelle plateforme vous allez utiliser? Parce que ce n'est pas la banque qui va octroyer les crédits, c'est comment on va faire tout ça? Alors, le projet va être mis en œuvre par le gouvernement et à trois grandes composantes. En fonction des composantes, les partenaires qui vont coopérer dans la mise en œuvre sont différents. Donc, il y a des activités d'accompagnement des entrepreneurs où le gouvernement va travailler avec les pourvoyeurs de services de développement aux entreprises pour offrir cette assistance technique aux entrepreneurs. Il y a un composant d'accès à la finance où le gouvernement va travailler avec les institutions financières participantes, donc les coopératives, les microfinancières et les banques pour favoriser l'accès à la finance à ce segment de l'entrepreneuriat. Et il y a ensuite un composant de coordination publique, privée et bailleurs de fonds où il y aura beaucoup de collaboration avec ces différents acteurs autour des grandes questions de réforme du climat des affaires et de la coordination des activités en lien avec la création d'emplois et la transformation économique. Assez ambitieux, on parle de 4000 entreprises. Donc ce sera à travers le pays? Ça couvre tout le pays avec un focus pour certaines activités dans les régions qui sont plus affectées par des événements d'insécurité et de violence, aussi que par les régions qui ont été affectées par le tremblement de terre d'août dernier. Mais ça couvre tout le pays et tous les secteurs. Mais il y a un mapping qui a été fait pour déterminer ce que vous venez de dire, à savoir les zones les plus affectées par la violence, puisque vous parlez de pièges de la violence, et à ce niveau-là, comment vous allez pouvoir déterminer sur les 10 départements qui va en bénéficier et comment? Lors de la préparation du projet, le gouvernement a utilisé des données géospatiales pour identifier, sur la base de la localisation des entreprises, quelles sont celles qui étaient proches des événements de violence. Et les résultats sont très intéressants parce que au moins 56% des entreprises formelles ont été exposées à des épisodes de violence en 2019. Donc ce constat est probablement encore plus élevé aujourd'hui. Donc sur la base de ça, ont été définis des départements prioritaires. Bien entendu, le projet couvre l'ensemble du pays, mais des départements prioritaires où certaines actions vont démarrer plus rapidement.
Et 51 000 emplois et pour la résilience, et on parle également de la création de 10 000 emplois à partir de ce projet. Et je parle encore d'ambition. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait atteindre tout ça? Et ça va s'étaler sur quelle période? C'est sur une période de 6 ans. Et ces chiffres sont issus d'estimations sur le nombre d'employés pour des entreprises, donc micro, petites, et moyennes et grandes, et combien elles pourraient créer si elles grandissaient au travers de ces 6 ans. Donc ce sont des chiffres assez réalistes et qui partent du principe que grâce au projet, grâce à ces activités que nous venons de discuter, ces entreprises vont réussir à survivre, à s'adapter aux différentes crises que le pays vit et par la suite à grandir, à prendre des parts de marché nationales et internationales pour créer des nouveaux emplois. Est-ce qu'il y a des filières spécifiques qui ont été retenues ou encore est-ce que les filières traditionnelles et peut-être est-ce qu'il va y avoir innovation pour diversifier l'économie? Alors oui, donc il y a des filières à haut potentiel, bien que le projet soit ouvert à toutes les filières, à tous les secteurs. Il y a des filières très prometteuses de par la performance qu'elles ont enregistrée ces dernières années, de par des changements qui s'opèrent au niveau mondial et de par leur degré de création d'emplois, d'utilisation intensive d'emplois. Donc, par exemple, des filières très prometteuses, c'est bien entendu la filière de l'habillement, compte tenu de l'avantage comparatif qu'a Haïti pour l'exportation vers les États-Unis, l'accès préférentiel, mais aussi les nouveaux modes de consommation et de stratégies que mettent en place les acheteurs internationaux qui favorisent les entreprises localisées près des États-Unis pour réduire les coûts de transport et les temps de transport. Donc ça, c'est une filière, on va dire, traditionnelle. Des filières à l'exportation qui ont aussi beaucoup de potentiel, comme le cacao, le café, le vétiver qui est déjà bien connu. Le secteur du tourisme qui a été très affecté par la crise sociopolitique et ensuite par le Covid, mais qui a un énorme potentiel de reprise une fois que la crise du Covid se sera résorbée. Et aussi, il y a des secteurs, on va dire, moins traditionnels, mais qui ont beaucoup de potentiel, comme l'énergie renouvelable, les mini-grids, avec le taux d'urbanisation croissant dans certaines villes secondaires. Il y a maintenant une opportunité pour mettre en place des projets économiquement viables de panneaux solaires groupés ou ce genre d'investissement qui requiert un nombre minimum d'utilisateurs. Vraiment une bonne diversification puisque vous allez des vêtements, le tourisme et vous parlez d'énergie renouvelable. Mais est-ce qu'il y aura un montant, un plafond pour qu'un entrepreneur, une entreprise puisse atteindre qu'on ne pourrait pas dépasser à travers ce projet? Alors, toutes ces questions sont en train d'être définies. Le plus important dans l'analyse des perspectives ou des propositions, c'est d'une part la viabilité économique de l'entreprise ou du groupement d'entreprises qui soumettent la proposition d'investissement. D'autre part, les retombées positives pour la société et pour l'environnement. Donc, il y a un fort intérêt du gouvernement de favoriser les investissements qui encouragent l'adaptation et la mitigation au changement climatique. Et enfin, donc, ce potentiel de création d'emplois. J'ai vu qu'il y a une discrimination positive puisqu'on parle d'entreprises dirigées par des femmes. Est-ce que c'est bien dans ce projet que vous ciblez ce genre d'entreprise? Absolument. Durant la préparation, des résultats très intéressants sont apparus qui ont motivé cette priorisation. Premièrement, c'est que le taux d'entrepreneuriat féminin est très élevé à Haïti, beaucoup plus élevé que dans des pays comparables. Et par contre, on se rend compte que les entreprises gérées par des femmes, bien qu'elles soient plus nombreuses, elles ont tendance à moins grandir et avoir des niveaux de productivité plus bas. Donc,
On se demande quelles sont les contraintes auxquelles elles font face, donc individuellement au sein de leur entreprise, mais aussi sur le marché, qui expliquent qu'elles arrivent à moins grandir. Donc c'est la raison pour laquelle le projet va proposer des modules de formation spécifiques aux contraintes que rencontrent les femmes. Certaines de ces contraintes sont d'ordre personnel, de manque de confiance en soi ou de moins de temps pour opérer l'entreprise, compte tenu des responsabilités qu'elles ont dans le ménage. D'autres contraintes sont dans la manière dont elles opèrent en réseau. Les femmes ont tendance à avoir des réseaux plus petits que les hommes. Donc, il y a des manières d'encourager à aller chercher des marchés, des clients en dehors de leur alentour immédiat. Et d'autres activités vont porter sur les institutions financières, développer des produits, des manières de travailler, des manières d'analyser une proposition d'investissement d'une entrepreneuse femme pour réduire certains biais que la personne peut avoir lorsqu'elle analyse une proposition d'investissement. On entend souvent, par exemple, que certains évaluateurs d'une offre de crédit ne comprennent pas toujours le modèle d'affaires d'un salon de coiffure, par exemple, et ont tendance des fois à sous-estimer le potentiel de croissance que ce genre d'entreprise a. Donc, il y aura toute une série de formations auprès des institutions financières pour améliorer leur capacité de prêt aux entrepreneurs femmes. Et on a parlé de discrimination par rapport au sexe. Est-ce qu'il y aura une discrimination au territoire également? Parce qu'on sait que tout est concentré dans des villes comme la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves-les-Cailles. Est-ce que vous avez fait également une discrimination territoriale, particulièrement ceux qui sont laissés pour compte, des zones qui sont totalement dans le secteur rural, par exemple, et d'autres villes secondaires? Est-ce que c'est dans le projet également? Absolument. Tous les départements du pays sont couverts avec cette priorisation au niveau du démarrage des zones plus affectées donc, par le tremblement de terre, mais aussi par des épisodes d'insécurité. Mais tous les territoires, toutes les propositions provenant du secteur rural ou urbain peuvent être considérées. Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On parle avec Marianne Afigil, qui est senior économiste au niveau de la Banque mondiale, suite à un projet, un don de 75 millions de dollars octroyé aux micro, petites et moyennes entreprises. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous sommes à partir de Washington avec Marianne Afigil, qui est senior économiste à la Banque mondiale. Un don de 75 millions de dollars octroyé à Haïti. On a parlé de certaines spécificités du projet. J'ai lu que vous voulez encourager la croissance de ces petites entreprises haïtiennes, ce qui est essentiel pour aider le pays à sortir du piège de la pauvreté. Comment briser ce cercle à travers ce projet, ce piège de la pauvreté? Merci, c'est une très bonne question. Et c'est des problématiques que plusieurs pays rencontrent. Et le constat à Haïti, qui est d'ailleurs un constat que nous retrouvons aussi dans d'autres pays, c'est qu'il y a deux principales contraintes qui permettent aux petites entreprises de grandir. Donc le premier, c'est des questions de capacité managériale et technique. Comment on fait ces analyses financières, comment est-ce qu'on met en place une stratégie de recherche de nouveaux marchés, et aussi des questions comportementales de prise de risque, de capacité d'adaptation. Notamment, cette question de la capacité d'adaptation est très importante dans un environnement instable, que ce soit suite à des chocs climatiques ou à des chocs d'insécurité. Donc là, c'est le premier constat, cette capacité de l'entrepreneur à s'adapter constamment et à mettre en place des meilleures stratégies de croissance. Et le deuxième constat, c'est l'accès à la finance.
même si on a un très bon plan d'affaires, si on a beaucoup de motivation et toutes les compétences, si l'entrepreneur n'arrive pas à avoir accès au financement pour mettre en place ce plan, il ne pourra pas grandir. Donc, l'accès à la finance est fondamental pour le segment des petites entreprises et à Haïti, comme dans plusieurs autres pays, il n'est pas aussi orienté vers ce segment de l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons. La première, c'est le manque de collatéral et la deuxième, c'est le manque d'informations de qualité. D'informations de qualité sur la capacité de repaiement de l'entrepreneur, mais aussi sur sa viabilité économique. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des moyens, on va dire, complémentaires d'améliorer cet accès au financement. D'une part, en améliorant l'analyse financière, le plan d'affaires de l'entrepreneur, mais d'autre part aussi en proposant des outils qui permettent de combler la faiblesse du collatéral, soit via donc des garanties partielles au bénéfice des institutions financières, mais aussi via le développement du bureau de crédit ou des systèmes de garantie mobilière sécurisés qui permettent d'utiliser son propre stock, son équipement comme garantie pour accéder à un prêt. J'ai bien noté que vous avez souligné l'aspect de l'organisation de l'entreprise avant de parler de financement. On a tendance en général, l'entrepreneur qui a une idée, la première chose, on n'a pas de financement. Donc, est-ce que dans ce projet, ce n'est pas le fait d'avoir une idée ou d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise que vous êtes qualifié automatiquement? Il faudra qu'il y ait, dans votre organisation, j'ai bien dit, le management est une science, qu'il y ait toute une structure pour pouvoir recevoir l'argent et faire fructifier cet argent. Donc, il y a 4 000 entreprises ciblées, mais je suis sûr qu'il peut y avoir 10 000 qui vont rechercher l'argent, mais il y aura des critères bien spécifiques à répondre pour pouvoir en bénéficier de ce projet? Absolument. Et vous avez bien dit, il y a beaucoup de personnes qui ont de très bonnes idées. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont essayé de mettre en place ces bonnes idées, mais qui n'ont pas réussi à atteindre leur potentiel. Et d'ailleurs, quand on observe le profil des entreprises formelles à Haïti, on se rend compte qu'il y a une bonne partie d'entre elles qui sont assez jeunes, donc qui ont commencé à opérer il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui suggère que l'entrée sur le marché, la première pierre à l'édifice, n'est pas tant que ça peut-être le problème par rapport à la croissance. Une fois que l'entrepreneur a créé son entreprise, a réussi à avoir quelques contrats, comment passer de cet état primaire à une perspective de croissance pour passer d'une micro à une petite et d'une petite à une moyenne entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle ce segment-là d'entrepreneurs qui ont ouvert leur entreprise il y a quelques années, qui ont déjà réussi à prouver que ça marche, mais qui rencontrent encore quelques contraintes pour grandir, ce segment-là est prioritaire. Ce qui ne veut pas dire que donc, le projet ou de manière générale les politiques publiques ne doivent pas soutenir les nouveaux entrepreneurs, ceux qui ont des très bonnes idées. Ils seront également couverts, mais le focus principal, c'est ces entrepreneurs avec quelques années d'opération qui ont un énorme potentiel de grandir. Parce que ce qu'on voit dans tous les pays, c'est que le gros de la création d'emplois vient de quelques entreprises, on les appelle des gazelles ou des entreprises étoiles, qui commencent à grandir très rapidement. Elles arrivent sur le marché, elles ont une très bonne idée et ces quelques années, on va dire entre 3 ans et 6 ans, sont primordiales pour voir si elles arrivent à passer du statut de micro à moyenne, petite ou moyenne, ou si elles restent pour le reste de la vie des micro-entreprises. 75 millions de dollars américains, ça peut paraître un montant assez substantiel, mais on sait qu'il y a une demande tellement forte. Comment vous allez pouvoir convaincre, à savoir ceux et celles qui vont postuler pour le projet, que c'est un don à Haïti, mais ce n'est pas un don à un entrepreneur, à une entreprise, et que s'il y a des pertes, mais pas de problème, c'est un don qu'on avait donné à Haïti. Parce que vous avez de croissance, vous voulez avoir des résultats qui ont un impact. Comment vous allez faire face à cette demande très importante par rapport à ce montant?
Oui, c'est certainement des questions que les entrepreneurs se posent. La réponse est que 75 millions de dollars, c'est beaucoup et c'est rien en même temps par rapport aux besoins de la population et aux besoins des entrepreneurs. Donc, pour avoir des résultats, ça sera important de se focaliser sur les entrepreneurs qui ont vraiment ce grand potentiel de croissance et pouvoir les accompagner des différentes manières nécessaires. Pour d'autres entrepreneurs qui ont aussi de très grandes capacités, mais peut-être moins de potentiel à court terme, il y a d'autres instruments que le gouvernement d'Haïti met en place pour les accompagner. Mais pour ici maximiser les résultats, l'important c'est de pouvoir financer une série de biens et de services pour accompagner ces entrepreneurs à haut potentiel. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important l'engagement, de pouvoir démontrer cet engagement et cette capacité de croissance de la part de l'entrepreneur. L'avantage de la Banque mondiale, c'est que vous fonctionnez dans plusieurs pays et sur plusieurs continents avec différentes cultures. Est-ce qu'un tel projet a été déjà réalisé dans un autre continent, dans un autre endroit, dans un autre pays? Et quels résultats, quelles contraintes qu'on avait rencontrées et quelles leçons les leçons apprises pour Haïti? Oui, absolument. C'est un projet innovant qui reprend des initiatives qui ont marché aussi bien à Haïti que dans d'autres pays et qui le regroupe sous un même projet. Et ce regroupement a été fait pour pouvoir soutenir les questions aussi bien du côté des entrepreneurs comme du côté du secteur privé, du secteur financier. Donc ce groupement a déjà été mis en place aussi dans d'autres pays, mais généralement il est organisé par thématique. Des projets qui ont soutenu le secteur financier, d'autres qui ont soutenu directement l'entrepreneuriat. La volonté du gouvernement a été de s'attaquer à tous les problèmes pour pouvoir créer des synergies et de prendre en considération certains éléments clés qui ont marché ailleurs. Le premier élément clé fondamental, c'est de considérer dans les services d'accompagnement aux entreprises des compétences comportementales. Il y a des expériences, par exemple au Togo, qui ont montré que des formations sur la confiance en soi, sur la gestion du temps, sur la prise de risque, ont eu un impact très important sur les capacités managériales des entrepreneurs. Il y a des projets, par exemple, sur l'accès à la finance qui ont montré que de travailler avec les institutions financières pour les accompagner dans l'analyse des plans d'investissement, pour réduire certains biais qu'il pourrait y avoir sur les questions de genre en fonction du sexe de la personne qui fait la proposition, mais aussi dans l'utilisation de nouvelles sources d'informations pour évaluer la capacité de repaiement d'une entreprise, ont beaucoup marché. Par exemple, en Éthiopie, il y a eu des initiatives pour faire des tests psychométriques pour évaluer la capacité de repaiement des entrepreneurs qui ont eu un succès très important. Donc, de cette manière-là, on a repris des bonnes pratiques de plusieurs pays. La dernière pratique fondamentale qui a très bien marché, c'est d'accompagner les institutions financières. Bien souvent, les projets vont injecter du capital dans le système, mais s'il n'y a pas un accompagnement en parallèle, les résultats ne sont pas aussi importants. Ici, le projet accompagne aussi bien financièrement que via de l'assistance technique les institutions financières participantes. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous sommes en contact avec Washington, particulièrement la Banque mondiale, pour expliquer un don de 75 millions de dollars au secteur privé haïtien. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube, comme vous le savez, et sur le site de Radio Métropole. Nous parlons avec un senior économiste de la Banque mondiale, Mariana Vigil, qui nous explique un projet assez important, projet emploi dans le secteur privé et la transformation économique. Un projet que j'estime très ambitieux, mais important pour Haïti en ce moment-là.
Et est-ce que les start-up, à savoir des entreprises qui vont être lancées, et sont qualifiées également pour ce projet ou encore il faut avoir un nombre d'années? Parce que je suis sûr, après avoir écouté cette émission, beaucoup de jeunes vont être assez agressifs pour savoir est-ce qu'on peut en profiter. Quelles sont les contraintes, les limites que vous avez dans ce projet? Absolument. Alors, ce sont des questions importantes que le gouvernement est en train de définir. Les startups sont le noyau dur de ces entreprises qui ont un énorme potentiel de croissance. Donc, l'important, ça sera de démontrer la viabilité économique de leur business, viabilité qui a déjà été testée sur le marché. Mais c'est le segment qui va créer des emplois dans les années à venir à Haïti, comme ce qu'on observe dans d'autres pays. On a noté que vous êtes intéressé à savoir à travers le projet, le tourisme, les énergies renouvelables, les exportations, les vêtements, les technologies de l'information et de la communication. Est-ce que c'est viable pour vous? Est-ce que vous allez tenter, si quelqu'un apporte un projet assez intéressant dans cette technologie de l'information et de la communication? C'est un segment fondamental où il y a beaucoup de disruptions et beaucoup de solutions qui sont apportées à d'autres segments de l'économie. Donc absolument, c'est un secteur qui mérite d'être regardé. Et d'ailleurs, certainement, il y aura des propositions aussi bien pour les pourvoyeurs de solutions technologiques, mais aussi pour des segments plus traditionnels de l'utilisation de ces solutions technologiques pour l'accès au marché ou l'accès à la finance. Donc, c'est un secteur qui pourrait se bénéficier de deux façons, soit en proposant directement une proposition d'investissement, mais aussi en se retrouvant dans les propositions faites par des secteurs plus traditionnels. On a parlé de discrimination positive. Les femmes qui sont laissées pour compte très souvent, et vous dites qu'en Haïti, vous avez découvert qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. On a parlé de discrimination territoriale. Très souvent, ça se concentre dans les départements, particulièrement les villes les plus où on a beaucoup plus d'habitants. Est-ce qu'il y a une discrimination positive envers les jeunes, car c'est une population assez jeune? Est-ce que c'est pris en compte également dans le projet? Alors, ce sont des considérations qui sont en discussion. Encore une fois, les jeunes sont en grande partie la population cible au moment de favoriser ces entreprises avec peu d'années d'opération. Donc, les jeunes ont de très bonnes idées de par leur éducation ou de par l'expérience qu'ils ont eue dans le marché du travail, qui les amène à vouloir eux aussi créer leurs entreprises. Donc, tout ça pour dire qu'ils auront beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du succès, qui sont créées par des jeunes qui sortent du marché du travail après avoir acquis énormément de compétences, pour ensuite créer leur propre entreprise. On disait en début d'émission que la finance est importante, c'est un facteur fondamental, mais ce n'est pas le seul facteur. Et vous avez mis en évidence particulièrement l'aspect de développement commercial, l'aspect d'organisation de l'entreprise, tout ce qui est marketing, gestion de stock, que très souvent un petit entrepreneur n'attache pas d'importance. Mais l'importance de l'écosystème, parce que les entreprises ne vont pas évoluer dans un vase clos. Il va y avoir tout ce qu'il y a comme productivité, de compétitivité, les politiques publiques que vous avez citées. Le cas haïtien, pendant ces 3 dernières années, pose problème, à savoir tout ce qu'il y a comme contrainte même pour déplacer la chaîne d'approvisionnement, le supply chain, tout ce qu'il y a comme problème également au niveau de politique d'instabilité politique, car vous voulez produire, mais il faut qu'il y ait des acheteurs, il faut que vous déplacez les produits. Comment vous avez jugé réaliser un tel projet en Haïti dans une telle instabilité politique, dans des problèmes de gangs pour déplacer les produits? C'est un défi encore très important pour vous au niveau de la Banque mondiale, de dégager un tel don à ce moment déterminé. C'est un défi très important pour les institutions publiques pour identifier les programmes, les mesures qui vont être les plus efficaces dans cet environnement.
C'est un défi qu'on rencontre dans beaucoup d'autres pays, à des degrés différents, bien entendu, mais les aspects communs, c'est la crise, un choc climatique, ça peut être un choc sécuritaire. Donc, les solutions qui proviennent du secteur privé restent la même, c'est la capacité d'adaptation. D'ailleurs, on parle beaucoup de la capacité d'adaptation aujourd'hui suite à la crise du Covid, où les entreprises qui ont réussi à naviguer l'incertitude, c'est celles qui arrivaient à planifier, anticiper et mettre en place des stratégies, des plans de contingence. Donc, ces techniques-là qui s'appliquent à travers le monde s'appliquent aussi à Haïti pour les différentes crises auxquelles font face les entrepreneurs. L'environnement externe est important, mais également, il faut qu'il y ait une certaine complexité, pas simplement dans l'entreprise, mais dans toute la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, les différents maillons. Je peux avoir une bonne entreprise puisque vous ciblez les moyennes, les micro, petites et moyennes entreprises, mais je crois que les grandes entreprises devaient s'y mettre également pour supporter ces maillons qui sont parfois beaucoup plus faibles pour assurer cette croissance, parce que la finalité, on recherche une croissance économique, on recherche la création d'emplois, bref, la prospérité. Est-ce que dans ce projet, on pense à ce genre de choses, à savoir renforcer la chaîne de valeur puisqu'on parle d'écosystème? Absolument. Renforcer la chaîne de valeur est un des éléments structurants pour la transformation économique. Donc, ça peut être aussi bien des chaînes de valeur, on va dire, verticales, comme des grappes d'entreprises de différents secteurs, mais qui partagent un objectif commun. Et vous avez aussi très bien mentionné le rôle des grandes entreprises, des grands acteurs qui jouent un rôle fondamental dans l'achat d'intrants au sein de la chaîne de valeur, mais aussi qui jouent un rôle central sur les marchés internationaux en concurrence avec d'autres grands producteurs. Donc, l'écosystème, regarder l'écosystème dans son ensemble sera très important, et dans les activités en lien avec le renforcement du dialogue public-privé pour trouver des solutions communes autour des chaînes de valeur, tous ces acteurs vont jouer un rôle très important, aussi bien donc les micro, petites et moyennes, comme les grandes entreprises, pour identifier ensemble des solutions de politique publique, de réforme ou d'investissement qui vont permettre de structurer certains maillons clés des chaînes de valeur. Une étude de votre institution, la Banque mondiale, avait révélé pour Haïti qu'il y a une forte concentration au niveau des filières, que ce soit alimentaire ou encore d'autres industries. Donc, le gouvernement devrait encourager, avec un parlement bien sûr, tout ce qu'il y a d'ouverture, de facilité et la participation, de réduire les monopoles, les oligopoles. Et même là, dans ce projet, si on pouvait garantir au niveau des marchés publics, je parle du budget, à certaines entreprises, ces micro, petites et moyennes entreprises, que ce soit au niveau de cantines scolaires par exemple, de garantir à un producteur qu'on va lui acheter tout ce qu'il produit. Voilà encore des réflexions qu'il faudra faire pour que l'on puisse comprendre, ce n'est pas simplement donner de l'argent à l'entrepreneur, mais comment lui garantir une certaine demande, et la croissance, vous prenez à travers cette étude, pourrait donner des résultats. Absolument, vous avez tout dit. L'accès au marché, donc, aussi bien local qu'international, est fondamental, et le projet va améliorer cet accès au marché via le côté de l'offre. Donc, aider les micro, petites et moyennes à se mettre ensemble pour pouvoir répondre à des commandes qui requièrent un minimum en termes de volume ou de qualité, ou se coordonner avec les grands acheteurs nationaux ou internationaux pour savoir quels sont les critères, les standards de production à répondre, et pouvoir s'organiser en conséquence pour répondre à cela. Donc, cette question d'accès au marché est fondamentale, et le programme des réformes qui pourraient être accompagnées par le projet va s'attaquer à ces questions. Et pour finir, parce que vous avez mentionné les questions de la concurrence qui sont très importantes, à Haïti, mais
en Amérique latine en général, la concurrence, elle va s'améliorer avec la croissance de ce segment des micro, petites et moyennes à haut potentiel qui vont réussir à se positionner sur des nouveaux marchés et à prendre une place plus importante. Donc, naturellement aussi, cette question sera traitée via la croissance des entreprises. Deux chiffres qui m'ont frappé dans votre rapport. Le secteur informel en Haïti, ça représente 61% du produit intérieur brut, contre 37% en Amérique latine et dans la Caraïbe. Ensuite, 87% des entreprises évoluant dans le secteur commercial en Haïti sont informelles. Est-ce que dans le projet, vous avez l'intention également de formaliser le secteur informel à travers ces entreprises qui vont bénéficier de ce projet? Ils doivent payer les impôts, les taxes nécessaires et intégrer pour que l'on puisse avoir un PIB qui apparaît vraiment beaucoup plus intéressant pour le pays. Absolument. Le secteur informel est le segment clé de l'économie. Et quand on regarde la performance de ces entreprises, on se rend compte qu'il y a des entreprises informelles qui sont tout aussi performantes que les entreprises formelles, mais qui restent dans l'informalité, soit parce qu'elles ne voient pas l'intérêt à devenir formelles, soit parce que les coûts de formalisation sont trop élevés. Donc le projet via notamment les instruments d'accompagnement technique et de subvention va encourager ces entreprises à haut potentiel qui pour l'instant sont dans l'informalité à se formaliser. Parce que non seulement ça va leur donner accès aux bénéfices de projet, mais aussi plus tard accès à des nouveaux marchés, accès à la finance et à d'autres bénéfices qui ne sont pas immédiatement visibles à premier abord. Donc on doit conclure, Mariana, que ce n'est pas les 75 millions de dollars américains qui vont provoquer une forte croissance économique, mais c'est une étincelle qui devrait attirer l'attention des policymakers, à savoir des responsables politiques, pour mettre de l'ordre dans la maison, pour qu'on puisse en profiter, je pourrais dire. Absolument. Merci beaucoup, Madame Vigile, ça a été un plaisir et merci d'avoir géré ce projet pour Haïti. Donc, c'est l'une des bonnes nouvelles que nous avons obtenues après le séisme du 14 août et dans le Grand Sud de Haïti, et cette zone sera ciblée pour ce projet. Un dernier mot? Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de participer à cette émission que je suis régulièrement. Donc, je vous remercie encore pour cette opportunité. Ça a été un plaisir, Madame. À vous, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes. Ciao, à la semaine prochaine.